C'est votre premier livre. Il se lit comme un roman. En fait, il se lit presque comme un roman parce que c'est quand même un livre d'initiation, un livre qui parle aussi de certaines de philosophie d'une certaine manière. Et c'est un petit livre que j'ai trouvé tout à fait idéal, très sincèrement, pour rentrer dans l'œuvre de Montaigne et pour comprendre ce que Montaigne a voulu faire. Alors pourquoi Montaigne? Parce que c'est un auteur qui m'attirait depuis l'adolescence. Mon grand-père dont je vous ai parlé avait chez lui 10 000 livres qu'il recevait en service de presse puisqu'il était critique littéraire pour le soir. Et on faisait des promenades à Rixensart. Il me parlait de journalisme, je suis devenu journaliste, et de philosophie, et notamment des moralistes français. Et puis il me disait, Montaigne c'est le père de tout cela. Bon, donc j'ai toujours gardé pour la philosophie eh bien un intérêt, une passion pour cette discipline. Et en même temps, je suis journaliste. Et Montaigne n'est pas journaliste, mais il est philosophe et écrivain. Or, les deux m'intéressent, la façon dont l'écriture apporte à la philosophie et comment un philosophe transmet sa pensée par son style et par son écriture. Donc Montaigne est, de ce point de vue-là, un auteur que j'ai voulu appréhender parce qu'il est à la croisée de ces deux domaines. Il est à la croisée, mais on l'a souvent catalogué d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs dans la librairie, pas ici mais dans d'autres. On le trouve en littérature et en philosophie, ou l'un ou l'autre. Je n'ai aucune prétention à ajouter quelque chose que le monde scientifique, académique ne saurait pas, ou n'aurait pas vu, ou n'aurait pas compris. J'ai essayé d'écrire pour tout le monde, donc pour vous, pour l'honnête homme, l'honnête femme, l'étudiant éventuellement. Ça donne des clés, ça donne un trousseau de clés, maintenant à voir si ça ouvre des portes, mais ça fait le point sur ce qu'on sait de sa vie et de son temps. C'est très important pour le comprendre. Si on ne resitue pas Montaigne, on ne le comprend pas. Vous dites aussi que ce n'était Non. pas il était moins un essayiste qu'un essayeur. C'est deux choses différentes. Donc prenons peut-être le titre et le mot essai, qu'est-ce qu'il a voulu faire, quel est le projet qu'il y a derrière. Comme je vous le disais, c'est s'essayer lui-même. Donc, se tendre un miroir, le miroir de l'écriture, et parler de lui, mais de ce qu'il voit, de la description des variétés et des usages dans le monde, etc., et de les réfléchir. Il signifie quelque chose, un projet qui n'avait pas encore été tenté jusqu'à présent, et qui consiste à écrire ses divagations, ses folies, tout ce qui lui passe par la tête, mais aussi ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il lit, pour l'objectiver, c'est-à-dire pour le mettre par écrit et éventuellement ses folies, ses rêves un peu fous, lui en faire honte à lui-même éventuellement, pour se morigéner, pour se faire la morale. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai pensé là, pourquoi je l'ai dit comme ça, etc. Et donc l'acte qui est au fondement des essais, c'est la mise à distance par l'écriture et puis la relecture pour la critique et l'autocritique. C'est ça le projet essentiel des essais. L'aventure intellectuelle à laquelle nous invitent les essais est vraiment peu banale. Elle consiste notamment à prendre le relais de l'écrivain lorsque le travail de composition présente des lacunes, à exercer librement notre jugement au départ d'histoires contées sans commentaire, à y trouver d'autres significations, des perfections autres que celles que l'auteur y a mises et aperçues. C'est donc ce que vous appelez la participation du lecteur. Donc le lecteur Oui. a mis à contribution lui-même. Il n'y a pas finalement de différence entre l'homme qui lit et l'homme qui écrit. Effectivement, et donc la phrase suivante, c'est un lecteur passif qui attendrait de recevoir sa leçon sous forme de doctrine stable et claire ne pourrait qu'être déçu par les essais, car non seulement, et ça je vais expliquer, l'auteur ne donne à lire que ses humeurs et opinions, mais en plus celles-ci sont sujettes au changement. Et donc Montaigne n'a pas l'autorité d'être cru, ce qui veut dire qu'il ne se pose pas en autorité quelconque. Ce qu'il dit, ce qu'il vous raconte, ce qu'il nous raconte, eh bien, on sait d'où ça vient, de lui. Il n'y a pas d'autorité théologique ou céleste ou quelconque, érudite qui appuie ce qu'il dit.